un garçon sans chaussune entend un gémissement qui va changer la vie d'un homme riche et la sienne. Imagine la lumière du soir qui tombe comme un voile sur les collines, l'air sent la pluie imminente, la terre exhale un mélange de fumée de bois et d'herbes mouillées. Samuel a 9 ans. Sa main est noire de suie et d'écorce. Il porte un pull trop grand, rafistolé au coude, et un vieux sac en bandoulière où il garde un morceau de pain pour sa grand-mère. Il ramasse du bois parce que l'hiver n'attend personne, pas même ceux qui ont oublié comment devenir adultes. Puis, il entend quelque chose qui n'a rien à voir avec le vent. Un souffle, étouffé, un mot sans voix qui vient du bas du chemin, comme si la terre elle-même retenait quelqu'un. Samuel s'arrête. Les chiens au village se taisent. Un corbeau passe, cassant la ligne du ciel. Il s'approche, d'abord prudent, puis attiré par une obligation étrange. Personne d'autre ne viendra. Il n'y a pas de juge pour ce petit acte de curiosité. Il n'y a que lui, la pente, et un gémissement qui ressemble à une prière. Ce qu'il découvre n'est pas une simple figure au bord du chemin. C'est un homme entassé sous la terre jusqu'à la poitrine, lié avec des cordes qui frottent la peau, le visage boueux. Une main émerge, pâle et tremblante. Il porte des vêtements déchirés, mais quelque chose brille au poignet. Une montre lourde, ornée, moitié recouverte de boue. Sur le tissu, un bouton manque, et une autre main, la main de Samuel, sent la cuirasse froide de la montre, la gravure presque effacée. A. Monteval. Samuel n'a jamais entendu ce nom. Il connaît seulement le bruit d'un métro qui grince au loin dans une ville qu'il n'a pas souvent vue. Mais il sait reconnaître une nécessité. Il ne fuit pas. Il relève la manche du pauvre homme, serre les dents, trouve une branche, commence à creuser avec ses mains. La terre colle à ses ongles. Chaque pelletée est une prière silencieuse. Il tire, il respire, il appelle sans savoir si l'autre peut entendre. La corde cède par un miracle de hasard ou par l'obstination d'un garçon qui refuse de laisser quelqu'un mourir seul. Quand l'homme est assez libre pour parler, sa voix ressemble à un hippo, rauque, étranglé, perdu. Il murmure d'abord des syllabes qui ne sont pas des mots, puis un nom, Didier. Il ferme les yeux, comme si prononcer ce mot était accepter la blessure. Il ne crie pas, il s'en remet à l'enfant, qui ne sait pas ce qu'est 1 million, ne sait pas la lourdeur des comptes ni la politique des héritages. Il sait seulement qu'on a besoin de sa main ouverte. Samuel enlève le chiffon qui bouche la bouche de l'homme. Il retire les liens, l'aide à sortir du trou. L'eau des bas-fonds coule jusqu'aux chevilles. L'homme ne tient pas debout. Samuel l'aide, le soutient, marche à reculons dans la boue jusqu'à un recoin où la pluie ne frappe pas encore. Sur le chemin, la montre pend, sa gravure claire sous le limon. Samuel ne sait pas lire toutes les lettres, mais il devine l'importance du métal. Une montre de cette taille n'appartient pas à un ouvrier qui vit de la mer et du vent. Elle appartient à quelqu'un qui commande des hommes qui portent des cravates. « Tu vas bien ?» demande Samuel, la phrase balbutiée d'un garçon qui a appris à soigner les blessures de cœur plutôt que celles du corps. L'homme lève les yeux, et pour un instant Samuel voit autre chose que la boue. Un reflet de maisons grandes, de fenêtres éclairées la nuit, de voix qui ne manquent jamais de pain. L'homme cligne, comme si la mémoire revenait par fragments. Il touche sa montre, surprise, comme on touche un souvenir qu'on croyait perdu. « Alexandre », souffle-t-il, d'abord pour lui, comme pour vérifier que le nom tient encore dans la bouche. Alexandre Monteval. Ce nom tombe entre eux comme une pierre. Samuel ne comprend pas tout, mais il comprend assez. Cet homme n'est pas du village. Il est un autre monde. L'enfant sent un vertige de possibilités. Les grandes personnes racontent souvent des choses sur les riches, qu'ils ont des clés qu'ils ne montrent pas, des portes qu'on ne pousse pas. Et maintenant, un homme à la montre gravée respire près de lui, redevable et vulnérable. Le retour à la cabane de Mère Rosa se fait au pas de course. Mère Rosa est petite, large d'épaules, la peau comme du cuir poli par des années de soleil et de travaux. Elle a le regard d'une femme qui a perdu un fils, mais qui continue d'aimer tous les enfants qu'elle croise. La cabane est bâtie de planches récupérées et de tendres habitudes. Une lampe à pétrole qui sent la paraffine, une armoire pleine de bocaux, une petite table où une chaise porte la marque d'un genou. Quand Samuel arrive, à laine courte, le garçon tient l'homme sur ses bras comme s'il portait un trésor fragile. La porte s'ouvre en grinçant. L'odeur du pain chaud, la chaleur humaine, tout oppose la lumière douce de la cabane à la violence de la colline. Mère Rosa n'est pas surprise de trouver un inconnu, seulement de voir que Samuel n'a pas été blessé. Elle guide Alexandre vers un tas de couvertures, le lave avec une attention instinctive, parlant à voix basse comme si les mots pouvaient coudre la peau. Elle examine la montre, les vêtements, et son visage devient à la fois curieux et dur. « Tu sais desserrer les mensonges, dit-elle, non pas à l'homme, mais à la montre, comme si les objets pouvaient avouer. Elle nettoie la gravure, frotte la boue et révèle le nom.
C'est elle qui prononce la phrase que Samuel avait entendue dans un murmure. Alexandre Monteval. Le nom circule dans la petite pièce comme une odeur nouvelle. Alexandre ouvre les yeux plus largement, tente des gestes qui trahissent une mémoire en morceaux. Une usine, un frère, une dispute, une promesse de silence. Il énonce Didier, comme si c'était une plaie. Les mots échappent à sa gorge. Il a le temps étrange de quelqu'un qui sait qu'il est attendu quelque part, mais qui ignore désormais qui viendra le prendre. Il parle d'un enterrement qui a eu lieu, d'un cercueil à la flamme des bougies, d'une veillée où l'on a dit adieu. « Ils m'ont enterré, dit-il, et sa voix devient fine. Ils m'ont enterré vivant. » Mère Rosa pose une main ferme sur son épaule, non pour juger, mais pour ancrer. Elle voit l'angoisse, mesure le danger. Elle connaît assez les grandes personnes pour savoir que certaines querelles se terminent par des promesses de mort et que les alliances se nouent sous la table. Elle appelle oncle Théo au téléphone, même si son téléphone est souvent silencieux. La voix qui répond à l'autre bout est rugueuse mais loyale. Oncle Théo est mécanicien. Il a des mains qui réparent des moteurs et des cœurs fatigués. Il sait aussi tenir une clé et un secret. « Viens, dit Mère Rosa en raccrochant. Prends la vieille voiture et apporte une lampe torche. » Théo arrive en roulant, la poussière de la route incrustée sur ses épaules comme un manteau. Il a l'air d'un homme qui porte des gants quand la plupart des gens se promènent les mains nues. Il scrute Alexandre comme on examine une machine blessée, les blessures superficielles, l'usure, la fatigue. Il est concret, pragmatique, et sa compassion s'exprime en gestes simples. Une couverture, des mots courts. « Il faut le cacher un moment, murmure-t-il, et chercher les preuves. » C'est Théo qui remarque un détail que ni Samuel ni Mère Rosa n'avaient vu. Une fissure dans la doublure de la veste, une couture défaite. À l'intérieur, cousu, il y a un petit carnet, enveloppé dans une pellicule plastique. Théo le sort avec précaution, comme si un souffle trop fort aurait pu en effacer l'écriture. La page supérieure est griffonnée, des chiffres, des noms, des montants. Quelques annotations à la main, plus nerveuses, plus pressées. Et dans un coin, une ligne écrite à la plume. Pour le cas où, Gabriel. Samuel ne sait pas encore qui est Gabriel, mais il comprend que ces pages sont une promesse. Alexandre ferme les yeux lorsqu'il voit le nom. Sa mâchoire se serre. « Gabriel était mon comptable, dit-il d'une voix qui veut être forte mais qui tremble. Il connaissait tout, il a gardé des copies. Et si Gabriel n'est plus là, demande Mère Rosa, la question lourde d'un danger qui change de forme, d'un complot à un isolement. Alexandre ouvre la bouche, mais aucun son ne sort d'abord. Puis vient un nom plus moré encore. Il n'est pas, il est parti depuis quelque temps. Ils ont dit que c'était un accident. Le silence remplit la pièce, épais comme la terre sur un cercueil. La présence d'Horace, non, d'Honoré, se fait sentir avant qu'on le voie. Une respiration tranquille, l'odeur du sel et des filets. Honoré est pêcheur, silhouette élancée, main fendue par le sel. Il apporte la logique du rivage. Pour cacher quelque chose, on a besoin d'eau. Pour fuir, on a besoin de courant. Il a un faible pour Samuel, parce que le garçon a souvent partagé du pain avec lui au port. Il arrive en silence, offre du poisson séché et écoute. Les gens qui prennent des vies, ils craignent la mer, dit-il. Le fleuve garde des secrets, mais il sait revenir. Le carnet en poche, Théo et Honoré fouillent plus loin dans les effets d'Alexandre. Ils trouvent aussi une clé lourde, avec un A gravé, qui ne ressemble pas à celle d'une porte ordinaire. Elle a le poids d'une serrure qui a vu des fortunes passer. Alexandre la regarde, le doigt sur la gravure. « La vieille usine », murmure-t-il. « Le sous-sol. Ils ont falsifié les comptes là-bas. Gabriel a tout noté. S'il y a quelque chose de réel, c'est là. C'est la première vraie preuve. La montre gravée, le carnet, la clé. Mais même ces objets parlent en murmure. Ils ne hurlent pas la vérité. Ils demandent un acte, un courage. Samuel, petit, n'a pas encore conscience des conséquences. Il sent seulement que le monde a brusquement donné sa main à tenir. Alexandre, lui, réalise que sa survie dépend autant de ce garçon que de la pierre et du bois qui l'ont recouvert. Il décide de garder Alexandre caché, de le faire passer pour un vagabond blessé si quelqu'un posait des questions. Mère Rosa pense ses plaies, lui donne du bouillon, parle de petites choses comme si la normalité pouvait recoudre une âme. Ce pansement de normalité tient quelques heures. Alexandre parle peu, mais quand il le fait, ses mots pèsent. Il raconte une entreprise, des commandes, des stocks, puis le mot « adultération » qu'il prononce comme une accusation qui suinte. Il parle d'un produit, une denrée que l'usine produisait et que Didi aurait trafiqué pour économiser coûts et honnêteté. Ils ont changé la recette, souffle-t-il. Ils ont remplacé ce qui était pur par quelque chose de moins cher. Et quand Gabriel a protesté, il est devenu encombrant. La pièce devient une ruche de décisions silencieuses. Théo pose le carnet sur la table et le laisse ouvert à une page couverte de chiffres et de noms.
Honoré fait le tour de la cabane, parlant à voix basse de routes de terre et de barques. Mère Rosa, les mains calmes, prépare un sac, y met des vivres, un pain. Elle ne compte pas l'argent, elle ne croit pas au compte quand une vie est en jeu. Samuel, lui, observe tout, les yeux grands, comprenant qu'il est au centre d'un engrenage où la justice ne viendra pas toute seule. On a besoin d'autres preuves, dit Théo enfin, la voix brisée par la fatigue et la colère. Le carnet pourrait suffire pour ouvrir une enquête, mais si Didier a des alliés, il fera disparaître les feuilles. Il faut un disque dur, des sauvegardes, des clés USB. Il faut prouver les transferts, montrer les falsifications. Et tout ça doit sortir d'une pièce fermée. Le bureau, le sous-sol de l'usine. La mention du sous-sol a un goût d'interdit. L'usine est une vieille bête de briques rouges en bordure de la ville, avec un grand portail rouillé et des cheminées qui ne fument plus comme avant. Elle emploie des gens, achète des pièces, paye des salaires. Pour les villageois, c'est une silhouette neutre, un lieu de travail. Mais pour Alexandre, c'est la chambre forte d'une histoire sale. Il soupire, se souvient d'heures passées dans un bureau trop chauffé, de chiffres qui ne concordaient pas, de nuits où Gabriel fermait sa porte avec précaution. Gabriel m'a dit une fois où il gardait une copie, dit-il. Il disait que dans les pires cas, il fallait un endroit où la vérité pourrait survivre. Il ne faisait pas confiance au système, alors il gardait une copie sur une clé. Il marque une pause, puis ajoute, comme si le souvenir piquait, « La clé était cachée dans une boîte près d'une vieille étagère, au sous-sol. Il croyait que personne ne penserait à regarder. » Cette phrase agit comme un aimant. Les visages autour de la table se durcissent. Samuel sent l'air devenir plus froid, non à cause de la météo, mais du poids des décisions. Il parle d'options. Contacter un contrôleur intègre, Étienne Moral, qui travaille loin et qui a la réputation de ne pas vendre ses yeux ni ses mains. Mais l'appeler, c'est attirer l'attention. Les chemins officiels sont longs et peuvent être bouchés. Ils envisagent la discrétion, l'infiltration. Ils envisagent aussi de se méfier des voisins, car un complot est souvent soutenu par gens qui sourient. La nuit tombe, lourde et basse. Des nuages noirs tournent au-dessus des collines comme des mains qui se referment. Samuel observe Alexandre dormir, le visage plus tranquille maintenant que la bouche est nourrie et que des couvertures l'entourent. Le garçon sent une émotion nouvelle, de la fierté. Une minuscule flamme se met à brûler dans sa poitrine, l'idée que son geste, innocent au départ, pourrait bien réparer quelque chose d'cassé. Il se recule pour ne pas déranger, mais reste proche, comme un garde. Mais la montagne n'est pas sans oreille. Quand des ombres se frottent au talus et que des phares se détachent sur la route, une inquiétude vient. La lumière d'une voiture se découpe et reste immobile, comme si elle cherchait une adresse. Samuel regarde par la fenêtre, se faisant minuscule dans le cadre. Il voit une silhouette s'approcher, pas de la route, mais des bas-fonds, quelqu'un qui marche comme on va voir si la porte du voisin est ouverte. Oncle Théo voit aussi, son visage devient une plaque de métal. Il s'empare d'une lampe, sort, fait mine de rien. Les pas s'arrêtent. Oncle Théo croise des hommes, des visages durs, regards qui calculent, qui passent devant la cabane sans entrer. Ils semblent chercher une adresse, un homme particulier. L'un d'eux tient un papier. Ils écrivent quelque chose sur un carnet, s'échangent des mots à voix basse. Ils s'éloignent finalement, mais le vent annonce qu'ils reviendront. Il y a des yeux en ville, dit Théo en revenant. Ils se demandent où est Montval. Si quelqu'un murmure qu'il est vivant, ils vont vouloir vérifier. La phrase fait tomber un froid. Alexandre se redresse sur son lit, frappe sa montre d'un geste maladroit et la regarde comme si elle pouvait lui répondre. Sa main tremble légèrement. « Ils ont fait croire à ma mort, dit-il. Un enterrement pour calmer les questions. Si on m'entend parler, tout commence. » Samuel, qui a toujours cru que la vérité était une lumière qu'on allumait et qui éclairait tout, sent que la réalité est plus compliquée. Il imagine que la vérité peut être enterrée, comme on enterre un homme, et que la remuer revient à déterrer quelque chose qui sent mauvais pour les puissants. Mais il a déjà remué la terre une fois, il sait le goût du travail, il connaît l'effort, il choisit. « On doit aller au sous-sol, dit-il, presque sans le vouloir. Si Gabriel a mis une clé, on doit la trouver, on doit le prouver. » Les adultes le regardent. Mère Rosa sourit avec douceur. Oncle Théo hoche la tête. Honoré pose la main sur l'épaule du garçon comme s'il donnait une bénédiction de pêcheur. Une simple pression, un pacte silencieux. Alexandre, regardant Samuel, voit dans le visage de l'enfant quelque chose qu'il n'avait jamais vu dans aucune salle de réunion. Une décision pure, non contaminée par l'avidité. « Si tu vas, il faudra être discret, avertit Théo. Si Didier a des hommes dans la ville, ils seront partout. On a besoin d'un plan. Entrer tôt, sans bruit, trouver le disque dur si le carnet n'est pas suffisant, et sortir. » Il passe la nuit à préparer des sacs, à discuter de routes secondaires, à tracer sur une vieille carte la route vers l'usine. Samuel tient une lampe dans ses mains, la chaleur du métal lui rappelant la montre. Il s'installe finalement sur une vieille caisse, enroulée dans une couverture, et ferme les yeux. La pluie commence à tomber, d'abord en fines aiguilles, puis en rideaux plus lourds.
Le toit de tôle distille un bruit qui berce et qui inquiète. Les pas des hommes sur la route se rapprochent. Parfois, un phare dessine une ligne jaune sur le mur. Le matin viendra, mais pas avant que la nuit n'ait fait son travail de mettre peur et clarté. Ils savent que la journée sera longue et dangereuse. Samuel sent l'odeur de la boue et regarde la montre d'Alexandre posée sur la table, prisée dans un coin mais toujours gravée. Il ne sait pas encore si un geste d'enfant peut changer une vie, ou une ville, ou la mémoire d'un homme entier. Il sait seulement qu'il a choisi de rester, et que ce choix l'a lié à des gens dont il ne connaissait rien. Sur la table, sous la lampe, le carnet de Gabriel reste ouvert. Une page est marquée sur laquelle on devine des mots comme faux, stock, paiement. Une autre note pliée en deux porte une adresse, l'usine, sous-sol, porte C. On dirait presque une invitation ou un piège. Les lettres de Gabriel sont soigneuses, même la peur a une calligraphie. Et au bord de la feuille, comme un dernier geste d'alarme, 3 lettres sont jetées. USB. Samuel, qui ne sait pas ce qu'est une clé USB, demande, et on lui explique. Un petit objet qui contient une copie, un coffre minuscule. Ses yeux s'illuminent. Un coffre. Il aime déjà l'idée de garder des choses sûres. Ils savent aussi qu'ils ne peuvent pas tout faire seuls. Étienne Moral, le contrôleur, est la seule personne dans la ville à qui il pense pour sortir ses preuves sans qu'elles disparaissent. Mais Étienne vit en ville, loin, et il est prudent. On en parlera, plus tard, quand ils auront quelque chose d'irréfutable. Pour l'instant, il faut entrer dans le ventre de la vieille usine et laisser Gabriel, même mort, parler à travers ses feuilles. La pluie redouble. Les phares d'une voiture s'éloignent sur la route boueuse. La cabane s'apaise, mais l'air est électrique. Samuel se recouche, la tête pleine d'images, un trou à creuser, une montre gravée, une clé cachée. Il se sent plus grand qu'hier. Il pense à la promesse qu'il fait sans le dire. Protéger celui qui l'a sauvé. Au petit matin, il se lève, émailloté de précaution. L'odeur du café pénètre la pièce. Mère Rosa emballe du pain, Théo vérifie les outils, Honoré verrouille la barque. Alexandre, pour la première fois depuis le trou, se lève et regarde son reflet dans une cuillère. Il ne se reconnaît pas tout à fait. Il hésite. Puis il pose une main sur l'épaule de Samuel, une main encore frêle, et murmure. « Merci ». Ce mot est lourd de gravité, plus précieux qu'un billet. Ils partent, silencieux comme un cortège minuscule. La route vers l'usine est longue de silence et de terre. Ils contournent la ville par des chemins que seuls les chiens connaissent. Arrivé à l'orée, l'usine se dresse comme un animal endormi. Murs sombres, fenêtres barbouillées, portail fermé mais pas inviolable. La clé d'Alexandre a un nom, une promesse. Quand Théo la glisse dans la serrure, elle tourne avec un bruit précis, comme un cœur qui bat après un long arrêt. La porte cède. L'intérieur sent l'huile, le métal, le souvenir d'une main qui a longtemps appuyé sur une manette. Les lampes d'oncle Théo percent l'obscurité. Les échos des pas rebondissent sur le ciment. Ils descendent, l'un après l'autre, vers le dessous de la bête. Les marches sont froides, le silence est lourd, chaque respiration sonne fort. Ils trouvent des étagères couvertes de poussière, des caisses, des machines en sommeil. Puis, dans un coin obscur, une porte en fer mène à une pièce plus basse. La serrure est vieille, la poignée grince. Théo pose la clé d'Alexandre sur la serrure, hésite, puis la tourne. Un déclic sec répond. La porte s'ouvre, sur une pièce où les ombres ont l'habitude de s'entasser. Sur une table, une boîte métallique est posée, presque ridiculement discrète. Théo l'ouvre avec des doigts tremblants. À l'intérieur, des carnets, des feuilles et, dans une enveloppe scellée, une clé USB enveloppée dans du papier ciré. Sur la première page d'un carnet, une note rapide, griffonnée de la main de Gabriel. « Si on me cherche, regardez ici. La vérité est dans les chiffres et sur la clé. » Les mots sautent aux yeux comme des pierres de feu. Un bruit retentit, pas un bruit d'usine, mais un bruit humain dans le couloir du dehors. Des pas rapides, déterminés. Une porte qui ferme. Là-bas, quelqu'un s'agite. Théo lève la tête. Les lampes éclairent les visages. Il y a en ville des hommes qui ne s'ennuient pas lorsque la vérité se soulève. Il faut agir maintenant. Ils ont la preuve matérielle, mais ils n'ont pas encore de chemin sûr pour la montrer. Samuel serre la petite clé entre ses doigts. Elle est froide et légère, mais à l'intérieur, elle porte la promesse d'une vérité. Il sent un frisson, celui qui précède l'orage et la décision. Derrière eux, la ville est réveillée, les silhouettes se rapprochent. Quelqu'un a vu un homme qui parachutait un survivant, ou peut-être que Didier ou ses alliés a simplement de bons yeux. Il pourrait sortir à pas feutrés, remonter par la route des volailles et rallier Étienne. Il pourrait aussi courir, disparaître dans les jardins et laisser l'usine au murmure. Mais la ligne entre courage et folie est mince, ils l'entendent battre à chaque seconde. La porte du couloir claque, des voix se brisent à l'extérieur.
La fête est finie ou elle ne fait que commencer. Ils échangent d'un regard rapide et Samuel comprend que l'instant où l'on devient plus grand que soi est souvent un instant où l'on n'a plus le choix. Il se prépare à sortir, la clé serrée dans la poche, le carnet serré contre le cœur, les lampes alignées. Et quand la première silhouette apparaît au haut des escaliers, elle est suivie d'une autre, plus proche encore, et l'ombre d'une voiture se découpe contre les lumières de la rue. L'air se charge d'électricité. Théo fait signe, Mère Rosa attrape Samuel par la main, Honoré prend la barque au port dans son esprit déjà. Ils savent que la prochaine minute comptera plus que des années. La pluie commence à tomber, et la terre qui avait déjà gardé un secret accueille une nouvelle trace. La clé chauffe contre la poche de Samuel, et le monde qui était calme hier se fissure en promesse d'une vérité qui ne pourra plus être enterrée. La silhouette au sommet de l'escalier se découpe comme une promesse ou une menace. On ne sait jamais très bien quand la nuit ressemble à l'un ou à l'autre. On entend d'abord des souffles, des démarches pressées, puis des voix basses qui cherchent une clé, un visage, une adresse. Dans la salle enfumée du sous-sol, Théo bloque la lumière de sa lampe et souffle. Silence. Il étreint la poignée d'une main, le carnet contre la poitrine de l'autre, tandis que les éclats de pas résonnent plus bas, près de la porte d'entrée de l'usine. Samuel serre la clé USB dans sa paume, comme s'il tenait un trésor fragile. Il ne sait pas encore tout ce que contient ce petit objet brillant, mais il sent qu'il porte quelque chose qui pourrait réveiller des voix mortes. Sa poitrine bat vite, et ce bruit lui semble désormais étrange, le même battement qui l'a poussé à creuser et à ne pas fuir. Il se tourne vers Alexandre. L'homme regarde le plafond de béton, comme on regarde un ciel qu'on n'a plus le droit d'observer. Il n'est plus le patron à la cravate serrée, il est un vivant qui tient une chance de vérité dans ses mains tremblantes. Les silhouettes descendent deux par deux. La lampe d'un homme éclaire un angle, d'autres parlent en murmure. L'un d'eux lève la tête et aperçoit une faible lueur. « Il y a de la lumière !» souffle-t-il, et tout le plan se resserre. Théo jette un regard aux autres, puis sourit d'un sourire sans joie. On sort du côté nord, deux par deux, rapide. Il indique la voie de fuite, une trappe traversant un vieux corridor où l'air sent la rouille. Il se déplace comme un petit troupeau d'ombre, Mère Rosa tenant encore un bol vide que la peur a transformé en veilleuse, Honoré avec ses larges gestes calmes, Alexandre boitillant mais prêt, et Samuel, petit comme un secret, avançant la lampe pour éclairer le passage. Les pas derrière eux se rapprochent, une porte claque au rez-de-chaussée, des voix s'élèvent, sans doute des hommes envoyés pour vérifier si le bruit venait de l'intérieur. Quelqu'un aboie un ordre. Le cœur de Samuel se serre, il comprend que la discrétion a une durée limitée. Ils atteignent la trappe qui mène à l'arrière de l'usine. Théo la pousse, la grille grince et un souffle d'air humide leur fouette le visage. Là dehors, la nuit pleut encore. L'odeur de la terre, de la paille, d'un feu récent enveloppe tout. Un camion traverse la route au loin, les silhouettes au dehors se pressent, cherchant l'entrée principale. Théo jette un coup d'œil en arrière, y voit l'ombre d'un homme s'attarder près d'une fenêtre. « Vite !» dit-il, et sa voix est moins une consigne qu'un vœu. Le plan qu'ils avaient tracé en chuchotant se déroule avec une maladresse héroïque. Ils longent la façade, évitent le portail rouillé, puis filent au milieu d'herbes mouillées vers le talus qui mène au vieux chemin de halage. Au bord du fleuve, Honoré a préparé une petite barque, glissant contre la rive comme une main qui attend. Il a appris à écouter les marées et à deviner la discrétion. « Allez, doucement, par ici », murmure-t-il, et la proue accueille un à un les fugitifs. Samuel, dernier à monter, sent l'eau qui claque contre la coque. La barque tangue. Une goutte d'eau froide ruisselle depuis la natte sur son front et lui fait oublier la peur pendant un instant. Il tient toujours la clé USB dans la poche. Avant de se retourner, il voit derrière une mêle de fumée et de phare un homme ricaner et pointer une direction. Les silhouettes au bord de l'usine s'organisent. « On a une barque, dit-il à quelqu'un. Ils ont pris la mer. » Le mot mer est presque un rire. Les hommes qui ordonnent ces gestes ont la certitude que le fleuve avalera la vérité comme il avale les déchets. La barque glisse. Le courant, patient, les pousse hors du regard des rues. Honoré ramière avec lenteur et chaque coup introjecte un peu d'espoir. Les lampes à l'arrière de l'usine s'éloignent et la ville n'est plus qu'un halo. On entend la respiration des fugitifs, le frottement du bois, le clapotis, plus fort que les mots. Pourtant, la fuite n'est pas une échappée douce. À mi-parcours, un grondement se répercute, des moteurs. Deux petites embarcations de la rive opposée se détachent, silhouettes rapides, attachées aux hommes qui travaillent avec l'argent sale. Un faisceau de projecteurs danse sur l'eau, cherchant des mouvements, traçant une route. Ils nous prennent à vue. Mortéo, nous devons gagner la courbe, puis la petite anse. Laissez-moi vous couvrir. Honoré se penche pour ramer plus fort, et Alexandre, pour la première fois depuis son enterrement, donne une impulsion. Il met ses mains à la rame comme un homme qui veut racheter le passé par l'effort. Samuel, qui jusqu'ici n'avait connu que de petites traversées vers un marché ou une île de pêcheurs, tient la lampe et la clé USB. Il sent le monde pencher, et dans ce déséquilibre, un courage se tient droit. Le petit bateau fend l'obscurité, et l'eau luit comme un miroir brisé.
Les moteurs ennemis hurlent de plus en plus proches. Un filet effleure la proue, un signe que l'on cherche à stopper. Il rame encore, les jambes crispées. Théo attrape une lampe et la balance vers la rive opposée. Un petit jet de fumée part, une étincelle saute. C'est le signal. Samuel reconnaît ce geste. Il l'a vu en rêve souvent. On doit faire feinte pour ouvrir la route. D'un coup, une tache de feu prend au bord, un petit feu de broussale qui illumine la rive comme une lanterne imprévue. Les hommes qui les poursuivent détournent un instant la tête, et ce bref instant leur suffit pour toucher de nouvelles vagues d'ombre. Ils guettent la cage de Noré, une anse où quelques roseaux fournissent un abri. La barque s'y engouffre, le moteur des poursuivants hurle, et les hommes ne voient plus que silhouettes. Théo leur tend la main, les aide à sortir, et ensemble ils disparaissent dans un fossé qui mène à la route couverte d'arbres. Les pas sont à nouveau précipités, mais la pluie a effacé les traces. Là où la ville veut les pointer, la campagne leur offre des bras. La compagnie se met en route pour une vieille maison d'un ami d'Étienne, choisie parce qu'on croit qu'on y sera sécurisé. Ils avancent au rythme de la nuit, par des sentiers que seuls quelques paysans empruntent au clair de lune. Alexandre avance en boitant, et souvent la main de Samuel le retient, non pour soutenir son poids, mais pour lui rappeler qu'il existe un point d'équilibre digne. Le silence qui accueille leur course est lourd d'une attente sourde, et chacun sait qu'on ne marche jamais longuement hors d'un chemin sans y risquer quelque chose. Le lieu où ils trouvent refuge n'est pas une forteresse, c'est une maison basse, entourée d'un petit verger, la porte déjà entr'ouverte comme si la maison attendait de reconnaître des visages de retour. Étienne est là, dans la pénombre, comme une vigie. Il a les traits tirés, les yeux cernés, mais quand il pose ses yeux sur la clé USB et sur le carnet, on lit un trouble mêlé d'une résolution froide. Il n'est pas homme à sauter sans filet, mais il est homme à attacher la vérité à un bout de corde et à ne pas la lâcher. « Montrez-moi », dit-il, simple, sans grand geste. Théo sort le carnet et Étienne le parcourt comme un artisan qui vérifie un plan. Les chiffres claquent sous sa lecture. À la fin d'une ligne, il murmure « Transfert vers des comptes. Société écran. Fournisseur fictif. » Et ses doigts joignent les preuves à la clé, le disque dur, la note de Gabriel, la clé USB. Il a l'air d'un homme qui connaît le chemin pour que ses pièces ne disparaissent pas dans les poches de puissants. Étienne explique sans phare ce qu'il propose, une procédure qui évitera le spectacle de la chasse et maximisera la sécurité des témoins. Il appelle un journaliste qu'il connaît depuis des années, pas un de ceux qui mâchent les titres, mais un reporter tenace qui comprend que la patience produit des enquêtes propres. Le lien s'établit par des messages codés, des rencontres furtives, des preuves remises en main sûre. Étienne sait qu'il faut créer un verrou légal avant d'ouvrir la porte. Il faut des copies, dit-il. Nous ne pouvons pas confier l'unique clé à un seul homme. Théo, tu te charges de dupliquer tout ça. Mère Rosa, tu prends Alexandre à l'écart. Honoré, tu nous amènes les routes dont tu m'as parlé. Samuel, toi, tu restes ici. Tu as été témoin, pas exécutant. Et surtout, tu dois rester enfant, comprends-tu? Laisse les adultes porter le poids de la colère. Samuel hoche la tête. Il comprend la demande comme on comprend une prière. On acquiesce sans tout se rendre compte. Il n'a que 9 ans, mais on lui demande déjà de tenir la ligne d'un secret qui pourrait réchauffer beaucoup d'âmes. Il accepte, non pour la gloire, mais parce qu'il sait que la main qu'il a tendue a entraîné des conséquences meilleures que lui. La duplication des fichiers se fait lentement, comme si la machine crachotante refusait d'avouer le passé. Un à un, Théo et Étienne copient, scannent, vérifient les empreintes numériques. Gabriel, dans sa note, avait écrit des instructions qui témoignent d'un soin obsessionnel. Si quelque chose arrive, cache une copie, cache une autre copie, confie-les à qui ne craint pas la pluie. Les mots de Gabriel résonnent comme un testament de conscience. Les journalistes tiennent à une rencontre face à face. Ils veulent des preuves tangibles et des témoignages. Étienne accepte de transmettre une première tranche de documents à un petit comité. Assez pour déclencher l'alerte, mais pas assez pour se faire trahir. Il décide, à l'unanimité, d'un pacte fragile, que la diffusion se fera quand la chaîne juridique se mettra en marche. Le risque est grand. Si l'on publie trop tôt, on offre aux poursuivants la possibilité de détruire ou de menacer. Si l'on tarde, on permet aux puissants de se recomposer. Les jours suivants sont une succession de prudences et de gestes microscopiques. Alexandre, caché chez Mère Rosa, est seul à reprendre des forces. Il nettoie sa montre, l'outil de son ancienne vie, et la pose sur la table comme un objet étrange qui ne lui appartient plus. Dans ces silences, il commence à parler. Il se confie à Samuel d'une voix basse. « J'ai cru que l'argent était un mur, dit-il. Je me suis trompé. C'est un miroir. On y voit ce que l'on veut voir. » La phrase est simple, mais sonne comme une confession. Il raconte Gabriel. Il parle d'un homme discret, fidèle plus que prudent, qui avait le sens aigu du devoir. « Il m'a laissé des marques, » murmure Alexandre, « des choses que je ne voulais pas regarder. Je l'ai puni en silence, et il est parti. Je le recherche maintenant dans la mémoire qu'il m'a laissée.
Il ne dit pas comment Gabrielle a disparu. La vérité dort encore dans de petites phrases ou dans des dossiers qu'on craint d'ouvrir. Mais on devine que Gabrielle a payé un prix. Pendant ce temps, Étienne organise la chirurgie de la vérité. Il convoque un procureur honnête, il organise des auditions confidentielles et il appelle des témoins prêts à parler. Les pièces sont mises en dossier, scellées, puis remises à des avocats qui acceptent de prendre le cas. Il y a des difficultés, des menaces voilées, des rumeurs destinées à semer la zizanie, mais la détermination est plus forte, parce que les preuves ne sont plus seulement des mots, elles sont des fichiers, des chiffres, des mots de Gabrielle, et surtout la parole d'un homme vivant qu'on a cru mort. Un matin, alors que la pluie s'est faite moins fréquente, la nouvelle tombe dans la ville comme un orage contenu. Un article d'investigation éclate dans la presse locale puis nationale. On y trouve des extraits de carnets, des captures d'écran du disque dur, des transferts bancaires listés et la mention accablante d'une altération du produit de l'usine. Les journalistes, prudents mais résolus, livrent aussi le récit d'Alexandre qui, après avoir été porté disparu, est réapparu. Les mots roulent et la ville se met à chuchoter. Didier, au cœur de l'orage, comprend vite qu'il ne s'agit pas d'un simple papillon de papier. Il y a là une lame qui coupe. Il se retranche d'un mort derrière ses avocats. Il articule des communiqués. Il tente de faire passer Alexandre pour un manipulateur revenu pour régler de vieux comptes. Mais quand la police, sur mandat, arrive à l'usine et trouve des registres falsifiés, des mélanges inadmissibles dans les formulations du produit et des traces de transfert vers des comptes offshore, les murs se referment. On protège les témoins, la procédure s'engage. Didier est entendu, puis placé en garde à vue, les mots « mis en examen » circulent avec une solennité qui ressemble à la pluie sur une vitre. Ce n'est pas une revanche spectaculaire, pas de scène de violence, pas d'exécution publique. C'est la machine lente de la justice qui fait son travail, avec son bruit de procédure et ses lenteurs. Et c'est peut-être mieux ainsi. On évite la vindicte, on évite la réponse immédiate et brûlante. La vérité s'installe dans des dossiers, elle se tient debout en audience, elle se prouve avec des chiffres et des témoignages. Les reporters rendent compte, les magistrats écoutent et les avocats plaident. La ville regarde et certains regardent avec étonnement. D'autres regardent avec résignation parce qu'ils pensaient que les choses ne bougeraient jamais. Tout cela ne gomme pas la peur ni le traumatisme. Alexandre voit témoigner. Il le fait avec tremblement, mais il tient le registre de sa conscience. J'ai fui, j'ai permis que l'on m'enterre et je suis revenu. J'étais faible et j'ai fermé les yeux quand il fallait ouvrir. Tout ce que je peux maintenant, c'est aider à réparer. Ces mots tombent et dans la salle, certains se réjouissent tandis que d'autres se détournent. Mais la parole est là, offerte à la justice. En coulisses, la vie recommence à se tisser. Mère Rosa reprend son pain et Samuel retourne parfois au port pour regarder les bateaux, pour apprendre la patience des hommes qui jettent leurs filets et attendent. Oncle Théo reprend ses outils, mais ses mains ont changé. Elles sont moins pressées, elles cogitent en secret des plans pour mettre en sécurité des gens qui n'ont pas de nom dans les registres. Honoré, lui, ouvre une petite caisse pour des vivres, pour les efforts des voisins, et distribue ce qu'il a toujours su partager. Alexandre, fragile et reconnaissant, ne reprend pas sa place d'avant. Il vend quelque part, se retire progressivement de la gestion quotidienne et engage un directeur intègre mandaté pour réorganiser l'usine. Il propose de mettre en place une fondation locale, non pas pour s'acheter une conscience, mais pour rendre des comptes et financer des contrôles externes. Il n'invente pas de promesses grandioses, il dit qu'il sourit à l'idée de faire mieux, de vérifier les produits, de garantir la sécurité. Il veut aussi contribuer à l'éducation, et lorsque Samuel, un soir, dessine des avions et des maisons sur un morceau de carton, Alexandre promet quelque chose de concret. Offrir aux garçons la possibilité d'aller à l'école, de rester près de Mère Rosa, mais avec des livres et des mots pour grandir. Il le promet sans fanfare, avec la délicatesse d'un homme qui a appris par la douleur. La ville, devant ces gestes, hésite entre cynisme et espoir. Certains gardent la suspicion. L'argent a souvent servi à clore les blessures. D'autres, qui ont regardé Samuel plonger les mains dans la boue et en ressortir un homme, croient aux gestes qui témoignent d'une autre logique. Ils constatent qu'un petit noyau de gens a tenu le cap. Un pêcheur, un mécanicien, une grand-mère, un contrôleur et un garçon qui ne savait pas tout, mais avait appris l'essentiel. La solidarité, qui était un mot un peu usé, retrouve une forme concrète. Des voisins viennent prêter la main pour refaire la barque d'Honoré. La mairie locale, sans nom précis, sans triomphe, propose d'accueillir des réunions publiques pour suivre la refonte de l'usine. La reconnaissance n'efface pas la peur. Gabriel reste une figure absente qui hante les pages. On apprend petit à petit qu'il est mort dans des circonstances suspectes, pas dans l'horreur, mais dans une solitude qui pèse lourd, et que son carnet était un testament de vigilance. Les habitants lui rendent hommage dans un acte simple. On nettoie sa tombe, on ajoute un petit bouquet, on murmure des merci.
Pour Samuel, Gabriel devient un nom qu'on prononce avec respect, comme on prononce celui d'un guide invisible. Un après-midi, Alexandre revient à la cabane de Mère Rosa. Il porte un sac léger. Samuel l'accueille sans grandiose, comme si chaque visite était possible et ordinaire. Ils s'asseyent côte à côte sur un banc, la lampe grésille, et pour la première fois, on voit un échange sans dette, sans hiérarchie. Alexandre prend un morceau de pain et le partage sans théâtralité. Il demande à Samuel ce qu'il aimerait apprendre, ce qui l'intéresse. Le garçon égrène une liste faite de curiosités. Apprendre à lire vite pour déchiffrer les carnets, connaître la vie des bateaux, savoir écouter les vieux qui ont des histoires. Alexandre promet un livre par mois, pas de richesse, pas de miracle, mais un pas constant. La fondation qu'Alexandre est à lancer ne promet pas de sauver le monde, mais elle commence par des gestes simples. Fournir une couverture santé pour les travailleurs de l'usine, organiser des contrôles externes, soutenir une petite bibliothèque de village, créer un fonds pour les enfants qui n'ont pas de cahier. Oncle Théo devient responsable d'un petit atelier de réparation qui embauche des jeunes. Honoré dispense des cours de pêche pour les enfants, et Mère Rosa tient un coin où l'on peut toujours venir pour un bol de soupe et une oreille. Quant à Didier, il passe un temps en garde à vue, puis devant des juges. Les avocats déroulent des arguments, les preuves sont mises à l'épreuve. Le récit ne se termine pas sur un acte de vengeance, il se termine par un procès, des comptes à rendre, et une sanction proportionnée au délit. La justice, lente mais déterminée, s'empare des faits et rend des décisions. Les médias suivent, mais sans tabloïdisme. La leçon n'est pas que la chute d'un homme suffit à régler la société, mais que la transparence peut lever un voile. Samuel change, mais pas d'une façon spectaculaire. Il va à l'école par intermittence, apprend à lire quelques lignes chaque jour et garde toujours la main sur les petites choses. Il aime aider Mère Rosa, aller au port, écouter les histoires d'Honoré. Sa notoriété est modeste. Certains le regardent avec admiration, d'autres avec suspicion. Mais il se concentre sur une chose simple, garder un espace pour la bonté. Il comprend que son acte n'a pas été un miracle, mais une conséquence. On tend la main, on ne se dérobe pas. Alexandre, lui, est marqué par la gratitude. Il va aux réunions de la fondation, il s'assoit parmi les ouvriers, et il écoute. Les générations se mêlent. Il y a des moments où il pleure en silence, non pas d'une émotion spectaculaire, mais parce qu'il mesure la fragilité humaine et le prix de l'aveuglement. Il appelle parfois Gabriel, et le silence au bout du fil est un rappel de la dette. Il rembourse ce qu'il peut, il restructure ce qu'il doit, et il apprend à être petit pour mieux être juste. Le village reprend sa respiration, les marchés retrouvent leur bruit, les enfants jouent près des quais, et la vieille usine reprend un rôle différent, surveillée par des yeux qui ne se laissent pas acheter. Des contrôles indépendants se succèdent, et la liste des pratiques à corriger s'épuise peu à peu. Les habitants se sentent moins exclus de leur destin, ils ont participé à lever un voile. Et dans ces petites victoires, la vraie richesse n'est pas un compte en banque, mais la capacité d'un groupe à s'arracher à la résignation. Il y a des gestes qui restent dans la mémoire. Un matin d'hiver, Alexandre amène Samuel sur le port et l'aide à hisser un petit filet. Ils travaillent côte à côte, les mains abîmées par l'eau salée et l'effort. Samuel rit quand un poisson glisse et tombe sur leurs bottes. Alexandre rit aussi, et c'est la même musique, sans élégance, sans affiche. « Tu sais, dit Alexandre, si je n'avais pas trouvé quelqu'un pour me regarder, je serais resté enterré dans mes propres peurs. Tu m'as regardé. » Samuel hausse les épaules, comme si sauver un homme était la chose plus naturelle du monde. « Tu m'avais besoin, répond-il, et la phrase est simple et pointée d'une sagesse que l'enfant s'autorise. Les années passent sans effet de manche, la fondation met en place un petit bureau, des gestes de transparence deviennent habitude, et la ville apprend que justice et réparation sont des tâches quotidiennes. Les machines de l'usine fonctionnent différemment, la matière se contrôle, les produits passent par des mains qui ont juré de ne plus les altérer. Il ne s'agit pas d'un compte moral achevé, mais d'une suite de jours où l'on choisit de faire bien. Samuel grandit, il n'oublie pas la cabane de Mère Rosa. Il y retourne lors des pluies lourdes. Il partage des repas. Il apprend que la dignité se nourrit de choses simples. Il continue à porter sa montre de fortune, pas la montre d'Alexandre, qu'il a rendue au mur qui garde les outils, mais une petite montre qu'un ami lui a offerte. Il aime regarder l'heure, non pour compter l'argent, mais pour mesurer les instants qu'il a pour aimer. Parfois, on le voit regarder la colline où il avait trouvé Alexandre, et il sourit sans amertume. La phrase qui circule à la fin, comme une image que l'on murmure au coin du feu, est celle-ci. La vérité ne s'enterre pas. Ce n'est pas un mot d'évangile ou un slogan.
c'est une constatation, douce et ferme. La vérité, lorsqu'on la protège et qu'on la soigne, finit par émerger. Elle ne revient pas toujours sous la forme que l'on espère, parfois elle demande du temps, du courage et la volonté d'écouter les petites mains. Mais elle revient. Il y a des moments de grâce qui n'ont pas besoin d'être amplifiés. Un soir, Alexandre s'agenouille devant Samuel et lui tend un petit paquet enveloppé dans un tissu léger. C'est un carnet pour que le garçon écrive ses rêves, ses erreurs, ses petits contes. Pour que tu gardes des traces, dit Alexandre, et que personne ne puisse t'enterrer. Samuel rit, un rire qui n'est pas fièrement gagné, mais doucement assuré. Il promet d'écrire, il promet aussi, sans savoir très bien comment, d'être attentif à ceux qui n'ont pas de voix. La ville, désormais, a appris un mot précieux, la solidarité. Elle n'est pas un luxe, ni un geste d'un soir, elle est une pratique quotidienne. Quand on voit un voisin qui peine, on ne détourne pas la tête. Quand on détecte une faille, on n'ignore pas. Les alliances improbables entre un enfant, une grand-mère, un mécanicien, un pêcheur et un contrôleur ont montré que la vérité peut être soutenue par des mains différentes. C'est cela peut-être le sens profond de l'histoire qui vient se raconter au coin de chaque feu. Si cette histoire t'a touché, si ces images d'un garçon qui a creusé pour sauver un homme ont réveillé quelque chose en toi, partage-la. Partage-la pour ceux qui n'ont pas de voix. Partage-la pour rappeler que parfois, un petit geste désintéressé peut changer le cours de vies entières. Et si tu veux entendre d'autres récits qui rappellent que la bonté existe encore, abonne-toi. Il y a des histoires qui méritent d'être conservées, racontées et partagées. La vérité ne s'enterre pas. Elle attend qu'on vienne la chercher, parfois dans les mains d'un enfant qui n'a rien à perdre, et souvent, elle renaît dans le murmure des petites communautés qui refusent le silence.